Le vote des femmes entraînera tout. On objecte l'attachement des femmes aux directives du clergé. Mais ce sont au contraire les hommes qui ont caché leur lâcheté despotique derrière le mythe d'Ève et placé la femme en état d'infériorité. Pour que la femme n'aille plus à l'église en appeler de l'autorité de l'homme à l'autorité de Dieu, il faut qu'elle soit l'égale de l'homme. Pour que les femmes n'aillent plus prier, il faut qu'elles aillent voter. Par ce spectacle, j'ai voulu rendre hommage à toutes les femmes qui ont participé au front de l'arrière. On oublie un peu facilement que les femmes ont largement contribué à l'effort de guerre pendant la guerre de 14. Elles ont remplacé les hommes partout, dans les champs, dans les usines, dans les administrations. Elles ont nourri la France, elles ont tourné les obus. Et puis, il y a aussi toutes les douleurs intimes. Toutes ont perdu un père, un mari, un frère. Et je trouve que quand on parle de la guerre de 14, on ne parle pas des femmes, on ne parle pas de ce front de l'arrière. Et c'est ce que j'ai voulu faire. La France vient d'être l'objet d'une agression brutale et préméditée. Préparez-vous à leur montrer demain les terres cultivées, les récoltes rentrées, les champs ensemencés. Il n'y a pas, dans ces heures graves, de labeur infime. Tout est grand qui sert le pays. As-tu bien lu et bien appris les excellents conseils que je prodigue dans mon petit ouvrage sur les méthodes d'éducation? J'essaye, monsieur Joignot, mais il faut dire que je n'ai guère le temps. Guère le temps. Prenons un exemple. Alors que la confusion, c'est... La confusion, c'est là... C'est la fatigue, qui n'aboutit à rien. C'est décidé. Je vends. Pour une fois, c'est moi seul ici qui commande. Non, ce n'est ni toi, ni moi, ni ton père. C'est Clovis, mon gendre et ton mari qui commandent ici. Vous êtes injuste. Vous êtes dur. Tu iras faucher jusqu'à ce que la machine soit réparée. Et à 9h, j'irai voir ton travail. Faucher, vous parlez de faucher, je suis pas engagé pour ça. Tu faucheras. Dans notre Ou marché... tu t'en iras. Ouais, nous verrons. Nous verrons bien. Je connais mon droit, hein. La jeune est grosse. Elle n'est pas à sa place sur la charrette. Tu prendras sa fourche, tu la feras descendre, tu prends sa place. Allez, va, hâte-toi. Ouais, ça non, par exemple. Je suis gagé ici, pas ailleurs, hein. Ouais, je vais pas faire le travail de tout le monde non plus. Non, tu dis non. Ouais. Tu refuses d'aider ces malheureuses. Alors fais ton compte. Chassons la vision des souvenirs sanglants. Ton Maurice. La terre rapporte comme jamais elle a rapporté depuis qu'il y a des gens qui la travaillent. Aurais-tu vraiment arrêté ton idée pour ce gars? Vous savez bien, père. As-tu seulement songé qu'il n'a pas une boisserie de terre? Toi, tu auras l'argent de ton inventaire quand tu t'établiras. Puis quand j'y serai plus, tu auras des champs. Hein? Tu auras des champs, Evelyne. Ça ne fait pas tout le bonheur, père. Parce qu'ils ont tous à me chanter avec leur bonheur, avant de songer au bonheur. Il faut tenir sa maison. À 3h, j'ai vu que tous les blessés avaient mangé. J'en avais ma claque de ces infirmières de pacotille. Je les ai plantées là, et me voilà. Marie Curie, la célèbre scientifique au double prix Nobel, veut servir son pays d'adoption et participer à l'effort national. Elle a eu l'idée de faire transformer aux frais de l'Union des femmes de France une voiture ordinaire en poste mobile de radiologie. Elle a obtenu un ordre de mission le 12 août 1914, mais aucun moyen n'ayant été mis à sa disposition, elle a entrepris une tournée pour solliciter auprès des femmes fortunées leur automobile, et elle a ainsi mis sur pied une flottille de 20 voitures. Les canons, fusils, baïonnettes ne sont pas des outils d'ouvriers. Ils en ont, mais ceux-là sont honnêtes, et de plus ne sont pas meurtriers. L'acier d'un couteau de charrue vaut
mieux que celui d'un Lebel. L'un produit tandis que l'autre tue. L'un est utile et l'autre criminel. Non, plus de combat, la guerre est une boucherie. Ici, comme là-bas, les hommes n'ont qu'une patrie. Non, non, plus de combat, la guerre fait trop de misère. Aimons-nous, peuple d'ici-bas, ne nous tuons plus entre frères. Dès le début de mon travail sur la guerre de 14, j'ai écouté des chansons de cette période-là. Et très rapidement, la musique s'est imposée comme une composante nécessaire du spectacle. Et c'est le violoncelle de Flora Chevalier, qui est comédienne et également musicienne, qui apporte la note chaude, la note profonde que je souhaitais donner au spectacle. Alors on est 3 comédiens, on chante tous les 3, soit à 3 voix, soit successivement des chansons qui sont ou graves, ou au contraire drôles, humoristiques, amusantes. Et je trouve que la musique présente dans le spectacle permet de restituer l'esprit d'un temps très contrasté, qui finalement n'est pas si loin de nous, parce que 100 ans, ben qu'est-ce que c'est? C'est très peu. L'arrêté ministériel du 21 avril 1916 crée un comité du travail féminin pour le recrutement d'ouvrières en vue du remplacement des hommes mobilisables dont la défense de la patrie requiert le concours. Ce comité sera chargé d'organiser le transport des ouvrières vers les usines d'armement notamment, ainsi que leur hébergement. Les lois sociales concernant la durée du travail sont abrogées jusqu'à la fin du conflit. À présent que les patrons ils signent des accords avec l'armée, et ben s'ils veulent qu'on soutienne l'effort de guerre, s'ils veulent qu'on aide les soldats, il faudra peut-être aussi qu'ils aident les veuves. Oui, Tu crois que ça nous botte de tourner ces foutus obus qui tuent nos hommes? tu parles. Ça te gêne pas qu'à présent, on embauche des gosses de 14 ans pour faire le travail que nous on veut plus faire? Parce que les patrons, pour une semaine, ils leur donnent 10 francs aux mômes. Parce que c'est des garçons. Et nous 6 parce qu'on est des femmes. Aucune de ces nouvelles embauches ne vous permettra de garder votre usine ouverte. En temps de production ordinaire, 2500 volumes passent en une journée entre les mains. Et puis j'ai compté que sur une année, ça faisait un fardeau de 7 millions de kilos. Tu te rends compte? Il faut pas dormir, parlez-moi. Combien étiez-vous à fuir? Beaucoup. Vous savez que si vous êtes dénoncé et retrouvé, le maréchal Pétain vous fera fusiller. Ouais, je préfère ça. J'aurais plus la peur au ventre. Allons les enfants, lequel d'entre vous connaît la chanson des mutinés? Moi aussi, moi aussi. Bon, alors Léon, c'est toi qui commence. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. Qu'est-ce que ça veut dire, infâme, mademoiselle? Maman! Maman! Car le blessé à mort ne veut pas encore mourir. Et surtout pas ici. Et pas comme ça. L'autre soir, j'ai entendu les soldats qui arrivaient en cantonnement dans notre grange. D'habitude, on souffle la chandelle pour pas leur donner l'idée de venir nous trouver. Ils manquent de tout, mais ils ont toujours quelque chose à demander. Puis, à ce soir-là, on n'a pas éteint parce qu'il y avait de l'ouvrage. Et ça a vite frappé à la porte. Vous auriez pas du café, de la bière, quelque chose, quoi? Et mon grand-père de répondre, bah non les amis, rien de rien. On n'est pas d'ici, vous savez. On est des réfugiés. Bon bah, plus qu'il n'y a rien, allons-nous-en. C'est la littérature de guerre qui est la matière même du spectacle. J'ai voulu faire entendre et faire vivre des extraits d'œuvres de Ernest Perrochon, d'Henri Barbus, de Blaise Cendrars, qui ont tous vécu la guerre et qui ont écrit sur elle des textes extrêmement poignants ou au contraire cinglants, critiques.
J'ai travaillé également sur des archives qui entrent pleinement dans la composition du spectacle et qui, pour moi, permettent l'enracinement des textes littéraires dans la réalité historique. J'ai juste entendu, quand la porte s'est refermée, que le nom du scieur de chaussures, c'était Paradis. Ah, nos poilus qui sont au fond, qu'est-ce qu'il leur faut comme distraction? Une femme, qu'est-ce qu'il leur ferait gentiment passer un sacré bon moment? Une femme. Ah, nous, poilus qui sommes au front, qu'est-ce qu'il nous faut comme distraction? Une femme, quand on a bouffé notre rata, qu'est-ce qu'on demande comme second plat? Une femme. À ce moment, c'est l'essentiel, il faudrait qu'il leur retombe du ciel une femme. Et comme prière du soir, ils disent bon Dieu, faites-nous donc voir une femme. J'étais servante en ville. Si je vous disais où, vous n'allez pas me croire. Chez Nivelle, le grand promoteur de la boucherie du chemin des dames. Le corset est devenu l'arme essentielle que la femme emploie pour tricher sur la réalité de ses formes. L'action du corset sur le tronc est tout à fait comparable à celle des cercles de tuteurs sur les arbres. La femme est aujourd'hui pour l'homme avant tout un objet de jouissance. Subordonnée au point de vue économique, il lui faut considérer dans le mariage sa sécurité. Elle dépend donc de l'homme, elle devient une parcelle de sa propriété. La femme est obligée, en donnant à son extérieur l'allure la plus avantageuse possible, d'entamer avec toutes celles de ses congénères du même rang qu'elle la lutte pour l'homme. Tout est fini. On crie vive la France, La paix vive est la signée. On ne tue Vive plus. Foch, vive Joffre. Que voulons-nous, nous qui sommes favorables au suffrage des femmes? La première guerre n'aura pas suffi. Il faudra attendre la fin de la deuxième pour que 27 ans plus tard, les Françaises accèdent enfin à la citoyenneté.